Le claquement de la batte résonna sur le terrain lorsque le coéquipier de Wyatt envoya une balle rapide au fond du champ gauche. Holden Briscoe observait depuis les gradins, ses mains calleuses serrées autour d'un gobelet de café en carton refroidi 1 heure plus tôt. À 42 ans, il avait appris à apprécier ces moments où son fils jouait au ballon sous les projecteurs du vendredi soir. L'odeur de l'herbe coupée se mêlant au hot-dog des stands. Le simple plaisir de voir Wyatt devenir le genre de jeune homme qui le rendait fier. C'est le jeu, dit Holden, debout tandis que l'équipe locale célébrait sa victoire. Wyatt sortit de l'abri en courant. Son uniforme était sale, mais le visage rayonnait de satisfaction après une victoire solide. « Tu as vu ce doublé que j'ai caché au 6e » demanda Wyatt en portant son sac d'équipement sur son épaule. « Je l'ai vu. Contact net. Un bon œil sur le terrain extérieur. » Holden ébouriffa les cheveux trempés de sueur de son fils. À 14 ans, Wyatt montrait déjà les signes de la taille héritée du côté de Holden. Le gamin était intelligent, lui aussi, plus intelligent que ses parents à cet âge. Ils traversèrent le parking en direction du pick-up de Holden, une Ford bien entretenue qui lui rendait bien service dans son entreprise de chauffage, ventilation et climatisation. Le parking se vidait à toute vitesse, les parents impatients de ramener leurs enfants à la maison un soir d'école. Holden sortit ses clés de sa poche, pensant déjà aux tâches du matin. Le climatiseur de Madame Patterson faisait à nouveau ce grincement, et les conduits de la maison des Johnson avaient besoin d'un nettoyage complet. « Papa, attends. » Holden s'arrêta, la main sur la poignée de la portière côté conducteur. Quelque chose dans la voix de Wyatt le fit se retourner. Son fils se tenait à 1 mètre de lui, le visage blême sous les lampadaires du parking. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Prenons un taxi. S'il te plaît, papa. Fais-moi confiance. » Holden il observa l'expression de son fils. Wyatt n'était pas du genre à demander à être conduit quand ils avaient un moyen de transport parfaitement fonctionnel. Le gamin était pragmatique, comme son père. Que se passe-t-il, Wyatt ? Je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais fais-moi confiance. Il y avait quelque chose dans les yeux de son fils. Un mélange de peur et de certitude que Holden n'avait jamais vu auparavant. Dans son travail, il avait appris à se fier à son instinct pour détecter les problèmes mécaniques avant qu'ils ne dégénèrent en catastrophe. Parfois, un bruit étrange ou une vibration inhabituelle faisait la différence entre une simple réparation et une panne catastrophique. En regardant Wyatt maintenant, il ressentit la même intuition. Bon, allons dans la rue et arrêtons un. Ils se détournèrent du camion et se dirigèrent vers la route principale. Wyatt resta près de lui, jetant un coup d'œil au parking à quelques pas. Arrivé au coin, Holden sortit son téléphone pour appeler quelqu'un. « Papa, regarde. » Holden se tourna pour suivre le regard de son fils. Une silhouette avait surgi de derrière une rangée de voitures et se dirigeait vers leur camion. Même à cette distance, il vit que c'était un homme de corpulence moyenne, vêtu de vêtements sombres. L'inconnu atteignit la Ford et essaya la poignée de la portière côté conducteur. « Que diable ?» Holden commença à reculer vers le parking, mais Wyatt l'attrapa par le bras. « Ne vous contentez pas de regarder. » L'homme près du camion regarda rapidement autour de lui, puis sortit quelque chose de sa veste. Dans la pénombre, Holden ne put distinguer ce que c'était, mais l'inconnu se pencha sur la roue avant pendant une trentaine de secondes avant de se redresser et de s'éloigner dans la direction opposée. « Devrions-nous appeler la police ?» demanda Wyatt avant que Holden ne puisse répondre. Le camion explosa en une boule de feu et de métal tordu. L'explosion fut assourdissante, projetant des débris à travers le parking. Les alarmes des voitures se mirent à hurler tandis que l'onde de choc brisait les vitres des véhicules à proximité. Les quelques personnes restantes sur le parking hurlèrent et coururent vers la rue. Holden sentit la chaleur sur son visage à 100 mètres de là où se trouvait son camion. Il y avait maintenant un cratère en feu entouré de métal éparpillé. L'odeur âcre du carburant brûlé et du plastique fondu emplissait l'air. « Mon Dieu » murmura-t-il. Wyatt se tenait à côté de lui, tremblant, mais étrangement calme. « On vient d'essayer de te tuer, papa. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans la cuisine de Marlène tandis que sa sœur versait du café d'une main tremblante. La police avait recueilli leur déposition. Les pompiers avaient éteint ce qui restait du camion, et le parking ressemblait à une zone de guerre. Holden repensait sans cesse au moment où l'inconnu s'était penché près de son véhicule. « Tu m'as sauvé la vie » dit-il à Wyatt pour la 3e fois. « Il le fallait » répondit son fils. « Je savais que quelque chose n'allait pas,
Marlène posa les tasses de café sur la table et s'assit en face. À 45 ans, elle avait 3 ans de plus qu'Holden et avait toujours été la plus prudente des deux frères et sœurs. « Comment le savais-tu, mon chéri ?» demanda-t-elle à Wyatt. Wyatt regarda son père, puis sa tante. « Je peux te montrer quelque chose ? Mais tu dois me promettre de ne pas te fâcher. » Holden ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. « Me montrer quoi ? J'utilisais l'ordinateur portable de maman hier pour mon devoir d'histoire. Mon ordinateur fait des siennes et elle m'a dit que je pouvais emprunter le sien. » Wyatt marqua une pause, tripotant sa tasse de café. « J'ai accidentellement cliqué sur le mauvais dossier. » « Quel dossier ? » Une seconde. Wyatt se leva et alla à l'ordinateur de Marlène dans le salon. Il revint quelques minutes plus tard avec une clé USB. « J'ai copié quelques fichiers. Je ne cherchais pas à espionner. Papa, j'ai juste vu mon nom sur l'un des documents et ma curiosité a été piquée. » L'estomac de Holden se serra lorsque Wyatt brancha la clé sur l'ordinateur de Marlène et ouvrit un dossier intitulé « Documents ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers portant des noms comme « Informations sur l'assurance »,« Notes d'horaire » et « Messager ». « Ouvre celui-là », dit Wyatt en désignant un fichier intitulé « Détails du plan ». Holden cliqua dessus et un document apparut à l'écran. Ce qu'il lut le glaça. « Rendez-vous avec G demain à 15 h. H rentre généralement de son travail à Patterson vers 16h30. Le match du vendredi se termine à 9 h. Il utilise toujours le parking principal. Il faut vérifier que l'assurance est active avant de continuer. N'oubliez pas, faites comme si c'était un accident. » « Qu'est-ce que c'est ? » chuchota Marlène. Wyatt ouvre un autre dossier. Il y a plus. Le document suivant contenait une série d'échanges de courriels entre René et une personne identifiée uniquement par G. Les messages détaillaient l'horaire de travail de Holden, ses trajets quotidiens et ses habitudes avec une précision troublante. Ils discutaient des meilleurs moments et lieux pour ce qu'ils appelaient l'événement. Dans un message, René avait écrit « Il a suivi le kilométrage de son camion pour ses impôts. Je peux vous dire exactement à quelle heure il quittera le match. » Elle préparait tout ça, dit Holden d'une voix à peine audible. Ma propre femme prévoyait de me tuer. Marlène tendit la main par-dessus la table et la serra. Il faut appeler la police immédiatement. Non. Le mot sortit plus fort que Holden ne l'aurait voulu. Il regarda le visage choqué de sa sœur et se força à parler plus calmement. Pas encore, Holden. Elle a essayé de te tuer ce soir, et elle pense avoir réussi. Il ferma l'ordinateur portable et regarda Wyatt. Tu m'as sauvé la vie, fiston. Mais maintenant, il faut agir intelligemment. Que veux-tu dire ? Holden se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, la rue était calme et normale. Rien à voir avec le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux au terrain de baseball. Si je suis censé être mort, alors il faut que je le reste un moment. Au moins jusqu'à ce que je comprenne à quoi nous avons affaire. Tu ne peux pas être sérieux, dit Marlène. Je suis tout à fait sérieux. Il se retourna pour leur faire face. Wyatt, combien d'informations y a-t-il encore sur ce disque dur ? Beaucoup. Il y a des messages qui reviennent, moi. Et il y a des trucs sur les assurances et les comptes bancaires. Bien. On va avoir besoin de tout ça. Holden se rassit et regarda sa sœur. Marlène, j'ai besoin que tu t'occupes de Wyatt pendant quelques jours, peut-être une semaine. Papa, non. Je veux aider. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, j'ai besoin que tu sois en sécurité pendant que je découvre qui d'autre est impliqué dans cette histoire. Le visage de Wyatt rougit de colère. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Et maman ? Et ta mère qui vient d'essayer de me faire exploser dans un parking, demanda Holden doucement. Ce n'est plus ta mère. C'est quelqu'un qui était prêt à tuer ton père pour de l'argent. Les mots flottèrent dans l'air comme un nuage toxique. Marlène tendit la main et serra Wyatt dans ses bras tandis qu'il retenait ses larmes. Holden sentit quelque chose de froid et de définitif s'installer dans sa poitrine. Une absence totale de la chaleur qu'il ressentait autrefois en pensant à sa femme. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Marlène. « Je vais découvrir qui est Giz. Je vais découvrir la gravité de la situation, et ensuite je vais m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont tenté de faire à ma famille. » À minuit, Holden avait pris ses dispositions.
Il avait retiré 5000 $ en liquide à 3 distributeurs automatiques différents en utilisant la voiture de Marlène pour passer inaperçu. Il avait acheté un téléphone prépayé bon marché et détruit son portable habituel. Il s'était également rendu dans une pharmacie ouverte 24h24 et avait acheté de la teinture pour cheveux, des lunettes et une casquette de baseball. Dois-je dans la salle de bain d'invité de Marlène? Il observa son reflet tandis que la teinture brun foncé changeait ses cheveux normalement clairs en noir. Les lunettes le faisaient paraître plus âgé, plus anonyme avec la casquette baissée. Même les gens qui le connaissaient bien pourraient ne pas le reconnaître au premier coup d'œil. « Tu as l'air différent », dit Wyatt depuis l'embrasure de la porte. C'est ça l'idée. Holden se tourna vers son fils. « Tu vas bien aller ici? Tu ne vas vraiment pas appeler la police? » Holden s'assit au bord de la baignoire et fit signe à Wyatt de le rejoindre. « Écoute-moi bien. Ta mère a souscrit une assurance vie pour moi. Elle et ce G ont planifié ma mort à la minute près. Ce niveau de planification ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai donc besoin de savoir s'il y a d'autres personnes impliquées. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure. Et j'ai besoin de preuves qui les enfermeront à vie. » Il a posé sa main sur l'épaule de Wyatt. « Si j'appelle la police maintenant, ils arrêteront René grâce à ses emails. Mais G pourrait s'enfuir. Il pourrait y avoir d'autres complices qui ne se feront jamais prendre. Je ne peux pas laisser ça arriver. Et s'il t'arrivait quelque chose? Il ne m'arrivera rien. Je suis censé être mort. Tu te souviens? Ça me donne un avantage. » Holden se leva et vérifia son apparence une dernière fois. « En plus, je suis doué pour rester invisible. 20 ans à ramper dans les greniers et les sous-sols, ça apprend à se déplacer sans se faire remarquer. » Wyatt esquissa un petit sourire. « Promets-moi de faire attention. »« Je te le promets. Et je te promets que quand tout ça sera fini, on aura une vie meilleure, une vie sans mensonge ni trahison. »« Et maman ?» La question flottait entre eux. Holden voyait la confusion et la douleur dans les yeux de son fils. L'espoir désespéré que tout cela était une erreur, que la femme qu'il avait élevée n'était pas vraiment capable d'un tel mal. « Ta mère a fait son choix, » dit finalement Holden. « Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Elle a choisi le meurtre plutôt que le mariage. Ce n'est pas le genre de choix dont on se remet. Je la déteste. » « Non, pas encore. Mais ça viendra, et ce n'est pas grave. La haine peut être utile si on ne se laisse pas consumer. » Holden serra son fils dans ses bras et sortit dans la nuit. Il avait loué une chambre dans un motel bon marché à l'autre bout de la ville, payant en liquide et sous un faux nom. Ce n'était pas grand-chose, juste un lit, une télé et la vue sur un parking. Mais il lui serait utile d'étaler le contenu de la clé USB de Wyatt sur la petite table et de commencer à lire. À l'aube, il avait une idée plus précise de la trahison de sa femme. Les courriels avec G remontaient à 6 mois. La police d'assurance vie avait été souscrite 8 mois plus tôt, la signature de Holden étant falsifiée sur les documents numériques. René avait méthodiquement planifié sa mort en dormant à ses côtés chaque nuit, mais il y avait des lacunes dans les informations, des références à des appels téléphoniques et des réunions qui n'avaient pas été documentées. J'ai resté un mystère, identifié uniquement par son initiale et quelques détails personnels mentionnés en passant. Il travaillait dans une salle de sport, conduisait une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre et devait de l'argent à des personnes dangereuses. Hold avait dressé la liste de toutes les salles de sport dans un rayon de 30 km de leur domicile. Il était temps de commencer à chercher. L'Atlas Fitness Center se trouvait dans une galerie marchande, entre un pressing et un bureau de déclaration d'impôts. Ses vitrines étaient couvertes d'affiches vantant des séances de coaching personnalisées et des programmes de perte de poids. Holden, assis dans sa Honda Civic de location, observait la foule matinale entrer et sortir de la salle. Il était là depuis 2 heures, sirotant un café et étudiant chaque employé masculin correspondant à la description physique qu'il avait reconstituée grâce au message de René. 11 étaient décrits comme grands, musclés et plus jeunes que vous. Comme Holden avait 42 ans, cela réduisait considérablement le champ des possibles. Les messages mentionnaient également qu'il conduisait une BMW et travaillait comme manager à T30 AM. La patience de Holden fut récompensée. Un homme d'une trentaine d'années sortit de l'entrée des employés de la salle de sport, parlant au téléphone et gesticulant avec animation. Il était grand et mince, avec une musculature définie par le temps passé devant les rétroviseurs plutôt qu'à travailler. Il était vêtu d'un jean de marque coûteux et d'un polo ajusté qui lui avait probablement coûté plus cher que ce qu'Holden avait dépensé en vêtements en 6 mois.
L'homme traversa une berline BMW argentée garée à l'emplacement privilégié du parking. Même de loin, Holden pouvait voir que la voiture avait au moins 5 ans, et de la rouille commençait à apparaître autour des passages de roues. Lorsque l'homme monta et démarra le moteur, un grincement émit, suggérant un entretien différé. Holden suivit la BMW à bonne distance, sillonnant la circulation de la banlieue d'Atlanta. Le conducteur s'arrêta à plusieurs reprises, une banque, un magasin de vins et spiritueux, et enfin un complexe d'appartements appelé Riverside Gardens. C'était le genre d'endroit qui cherchait à paraître haut de gamme avec un aménagement paysager soigné, mais qui ne pouvait cacher la médiocrité de sa construction. L'homme se gara et monta précipitamment les escaliers jusqu'à son appartement du 2e étage. Par la vitre de sa voiture, Holden le vit faire les 100 pas tout en parlant au téléphone. Même sans entendre la conversation, son langage corporel trahissait le stress et la colère. Holden se rendit à une station-service de l'autre côté de la rue et appela la salle de sport. Atlas Fitness, ici Jessica. Bonjour, je cherche des informations sur le coaching sportif. J'espérais parler à l'un de vos responsables. Bien sûr. Laissez-moi vous mettre en contact avec Griff. C'est notre directeur général. Griff. Le nom fit un déclic lorsqu'Holden se souvint d'un message écrit par René. Griff dit qu'il faut être plus attentif au timing. En fait, je suis en retard pour un autre rendez-vous. Holden dit, pourrais-je avoir son nom complet? Je veux le demander précisément à mon arrivée. Bien sûr. C'est Griff Kinley. Il est là presque tous les jours de 9 à 18 heures. Holden la remercia et raccrocha. Il avait maintenant un nom, un visage et une adresse. Plus important encore, il voyait bien que Griff Kinley était un homme sous pression. Le genre de pression qui rendait les gens désespérés et imprévisibles. Le lendemain matin, Holden était assis dans une autre voiture, une berline grise achetée dans un magasin d'occasion en espèces et avec de fausses pièces d'identité, devant les bureaux de Peachtree Life Insurance. D'après les documents que Wyatt avait copiés, c'est là que René avait souscrit la police d'assurance vie qu'il avait passé la veille au soir à faire des recherches sur Griff Kinley en ligne. La présence de l'homme sur les réseaux sociaux donnait l'image d'un homme vivant au-dessus de ses moyens, avec des restaurants de luxe, des vêtements de marque et des publications fréquentes sur des investissements en crypto-monnaie qui avaient apparemment mal tourné. Dans une récente publication sur Facebook, Griff avait écrit « Parfois, il faut prendre de gros risques pour obtenir de gros gains. La maison gagne toujours, sauf si on change les règles du jeu ». Holden avait maintenant besoin de comprendre exactement l'enjeu. Il a appelé la compagnie d'assurance via une application de distorsion vocale sur son téléphone prépayé. Service des sinistres de Peachtree Life. Bonjour, je suis l'agent Martinez de la police d'Atlanta. Je vous appelle au sujet d'une déclaration de décès déposée hier pour l'un de vos assurés. Quel est le numéro de police? Holden a lu le numéro sur les documents de René. Le défunt est Holden Briscoe. Laissez-moi le trouver. Il y a eu un silence, puis un bruit de frappe. Oui, je le vois ici. La déclaration a été déposée hier matin par le bénéficiaire. Nous avons reçu le certificat de décès. Holden a serré les dents. Quel est le montant de l'indemnisation? 100 000 $. La police a été souscrite il y a 8 mois avec un échéancier de prime valable jusqu'à l'année prochaine. La déclaration a-t-elle été approuvée? Elle est actuellement dans notre norme. Processus d'examen. Toutes les réclamations supérieures à 200 000 $ nécessitent une vérification antifraude de 10 jours avant le versement, mais la documentation semble complète. Holden remercia la femme et raccrocha pour 100 000 $. Assez d'argent pour rembourser les dettes de Griff et leur permettre à tous deux de repartir tranquillement. Assez d'argent pour que le meurtre paraisse justifié aux yeux de ceux qui avaient perdu toute conscience morale. Il se rendit à l'entrepôt de fournitures CVC où il était client depuis 15 ans. Tony Riccardi, le propriétaire, l'accueillit avec une poignée de main chaleureuse, réservée aux entrepreneurs fiables qui payaient leurs factures à temps. Holden, comment vont les affaires? Bien. Tony, écoute. J'ai besoin d'un service. J'ai des problèmes avec ma femme et je pense qu'elle essaie de brader mon matériel pendant que je travaille. L'expression de Tony devint sérieuse. Quel genre de problème? Du genre divorce. J'ai besoin de savoir si quelqu'un a demandé autour de lui comment acheter des outils CVC ou une camionnette de chantier. Peut-être quelqu'un prétendant me représenter. Seigneur, je suis désolé d'apprendre cela. Ça. Laissez-moi passer quelques coups de fil.
20 minutes plus tard, Tony est revenu avec des informations qui ont fait bouillir Holden. Hier, 2 concessionnaires ont reçu des appels d'une femme se faisant passer pour votre directrice commerciale. Elle voulait des devis pour l'achat de tout votre stock d'outils et d'une camionnette. Elle a dit que vous liquidiez tout suite à une blessure. A-t-elle laissé un nom? René Briscoe. Elle connaissait des détails précis sur votre équipement, alors ils ont pensé que c'était légitime. Holden a remercié Tony et a quitté l'entrepôt avec le sentiment d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Alors qu'il était censé gisant mort dans une morgue, sa femme était déjà en train de vendre l'entreprise qu'il avait bâtie pendant 2 décennies. La froideur calculée était à couper le souffle. Son téléphone a vibré, un SMS de Wyatt a été envoyé. J'ai trouvé d'autres dossiers. Appelle-moi quand tu peux. Hold a retrouvé son fils dans un McDonald's à mi-chemin entre le motel et la maison de Marlène. Wyatt s'est glissé dans la cabine en face de lui, une chemise en papier craft à la main et paraissait plus vieux que ses 14 ans. Tu as l'air différent avec les cheveux noirs, a dit Wyatt. Bon, différent ou mauvais, différent, juste différent, comme si tu étais quelqu'un d'autre maintenant. Peut-être était-il quelqu'un d'autre. L'homme qui faisait confiance à sa femme et croyait au caractère sacré de son mariage était mort dans l'explosion du parking. Il ne restait plus que quelqu'un de plus dur et de moins indulgent. Que as-tu trouvé? Wyatt ouvrit le dossier et étala des copies imprimées de messages. Je fouillais plus profondément dans l'ordinateur de maman. Il y a des journaux de discussion remontant à 2 ans. 2 ans. Holden sentit un frisson lui traverser la poitrine. Elle a commencé à se plaindre de toi presque immédiatement après ta promotion dans l'entreprise. Regarde celui-ci. Wyatt désigna un message datant de 18 mois plus tôt. Elle disait à son amie Kelly que tu étais un poids mort et qu'elle en avait assez de porter un fardeau. Holden lut le message, les mains fermes malgré la rage qui montait en lui. René avait écrit, Holden pense que subvenir à nos besoins est suffisant, mais il n'y a plus de passion, plus d'avenir. J'ai l'impression d'être coincé avec quelqu'un qui a renoncé à la vie. Kelly, je jure que parfois je pense à ce que ce serait s'il disparaissait. Il y a plus. Wyatt continua. Elle se plaignait constamment d'argent, même si ton entreprise marchait bien. Elle n'arrêtait pas de parler de son désir de prendre un nouveau départ et de trouver quelqu'un qui pourrait apprécier ce qu'elle avait à offrir. Quand a-t-elle rencontré Griff? Il y a environ 8 mois. Elle s'est inscrite à Atlas Fitness et il était son entraîneur. Les premiers messages qu'ils échangeaient ne concernaient que leur programme d'entraînement, mais la situation a vite évolué. Wyatt lui montra une série de messages entre René et Griff qui retraçaient l'évolution de leur relation, du professionnel au personnel, puis à une conspiration criminelle. Les premiers messages étaient pleins de charme, mais innocents. 2 mois plus tard, ils couchaient ensemble. 4 mois plus tard, ils planifiaient la mort de Holden. Elle ne m'a jamais aimé. Holden dit doucement, Papa, non, ça va. Il faut que j'y voie clair. Il regarda son fils de l'autre côté de la table. Elle m'a épousé parce que j'étais stable et fiable. Quand cela ne lui suffisait plus, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Quand même cela ne lui suffisait plus, elle a décidé de se retirer. Les yeux de Wyatt se remplirent de larmes. Je l'ai entendu au téléphone une fois, il y a 6 mois environ. Elle parlait à quelqu'un. Je crois que c'était Griff, et elle disait que j'étais trop intelligent pour mon bien et que je posais trop de questions. Quel genre de questions? Sur pourquoi elle n'était plus jamais à la maison. Sur pourquoi elle était toujours au téléphone. Sur pourquoi elle semblait si en colère tout le temps. Wyatt s'essuya les yeux avec sa manche. Elle dit à son interlocuteur qu'elle avait hâte de repartir à zéro, sans tout ce bagage. Holden tendit la main par-dessus la table et serra celle de son fils. Tu n'es pas un bagage, Wyatt. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils essaient de nous faire. Et puis on va recommencer quelque part. Rien que tous les deux. Le panneau d'accès au grenier de la maison de Holden était caché derrière le placard de la chambre principale, dissimulé par un faux mur qu'il avait installé lors de la rénovation de la maison 3 ans plus tôt. À 2 heures du matin, alors que le quartier était sombre et silencieux, il franchit l'espace au-dessus de son garage et se dirigea vers l'ouverture. La maison était plongée dans l'obscurité, mais il entendait des voix provenant du salon. Des conversations basses se mêlaient au bruit de la télévision. Il se glissa silencieusement dans le placard. Ses années d'expérience dans les espaces restreints lui étaient bien utiles.
par l'entrebâillement sous la porte de la chambre, il aperçut la lumière du couloir. Il ouvrit la porte juste assez pour se glisser et se dirigea vers l'escalier, longeant les bords du couloir, là où le parquet risquait moins de craquer. Du haut de l'escalier, il pouvait voir le salon. Renée était assise sur le canapé, un verre de vin à la main, tandis que Griff faisait les 100 pas devant la cheminée. Ils étaient habillés de façon décontractée, Renée, dans une robe de chambre en soie que Holden lui avait offerte pour Noël. Griff en jean et t-shirt. Il aurait dû avoir de leurs nouvelles, disait Griff. Cela fait 2 jours. La police a dit qu'ils avaient besoin de temps pour identifier le corps, répondit Renée. Il ne restait plus grand-chose après l'explosion. Et si quelque chose tournait mal? Et s'il n'était pas dans le camion? Il était dans un camion. Je l'ai vu partir pour le match et Wyatt m'a envoyé un SMS quand c'était fini. Il se gare toujours au même endroit. Holden sortit un petit enregistreur numérique de sa poche et appuya sur « Enregistrer ». Chaque mot qu'il prononçait était une preuve qu'il est condamné à la prison à vie. L'enquêteur des assurances a appelé ce matin, poursuivit Renée. Procédure standard pour les gros sinistres. Ils verseront l'argent d'ici une semaine. Pour 100 000 $, dit Griff en arrêtant de faire les 100 pas, moins ce que je dois à Gordo. Ça nous laisse environ 350 $ pour repartir de zéro. Et le gamin? Et lui, Wyatt? Il ne va pas disparaître comme ça. Il posera des questions. Griff s'assit à côté de Renée et la prit dans ses bras. On trouvera une solution. Peut-être un internat. Peut-être une académie militaire. Une fois qu'on aura l'argent, on pourra régler tous les problèmes. Il est trop intelligent. Il remarque des choses. Alors on fera en sorte qu'il ne remarque pas les mauvaises. Holding serra plus fort l'enregistreur, luttant contre l'envie de descendre les escaliers et de les affronter tous les deux. Il parlait de son fils comme s'il était un inconvénient à gérer, un détail à régler. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile, dit Renée en buvant une autre gorgée de vin. 20 ans de mariage et ça se termine par un appel de la police m'annonçant la mort de mon mari. Tu ne te sens pas mal. Pourquoi le devrais-je? Il nous retenait tous les deux. Elle fit une grimace. Tu étais coincé à bosser dans cette salle de sport, gagnant à peine de quoi payer ta voiture. J'étais coincé dans une maison avec un homme qui pensait que changer les filtres à air était le comble de l'ambition. Maintenant, nous sommes libres. Et s'ils nous attrapent? Ils ne le feront pas. Les accidents arrivent tout le temps. Les voitures explosent. Des gens meurent. Les compagnies d'assurance versent des millions chaque année pour des choses comme ça. Griff se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où le pick-up de Holden était garé quelques jours plus tôt. Gordo s'impatiente. Il veut son argent pour vendredi. Il l'aura. Il suffit de le calmer quelques jours de plus. Tu ne comprends pas quel genre d'homme est Gordo. Il n'est pas patient. Alors peut-être aurais-tu dû y réfléchir avant d'emprunter de l'argent à un requin solitaire pour investir dans des crypto-monnaies. Leurs voix s'élevèrent et Holden décida qu'il en avait assez entendu. Il retourna au placard de la chambre, remit le panneau du grenier en place et remonta par l'espace au-dessus du garage. À 3 heures du matin, il était de retour dans sa chambre de motel, écoutant l'enregistrement et planifiant sa prochaine action. Fais-le. Il avait leurs aveux. Il avait les preuves de la fraude à l'assurance. Il avait tout ce qu'il fallait pour les détruire tous les deux. Mais il voulait plus que la justice. Il voulait qu'ils souffrent comme ils avaient prévu de le faire souffrir, lui et Wyatt. Qu'il était temps de commencer à faire pression. Gordo Matisse travaillait dans un parc de voitures d'occasion au sud d'Atlanta, mais son véritable métier consistait à prêter de l'argent à des personnes qui ne pouvaient obtenir de prêts auprès de sources légitimes. Holden avait appris son existence en se renseignant minutieusement dans ces bars où des hommes désespérés parlaient de leurs problèmes depuis sa voiture d'en face. Holden observait Gordo. L'homme lui-même était exactement ce qu'un casting central recherchait pour un criminel de niveau intermédiaire, une carrure imposante. Des vêtements coûteux qui ne cachaient pas complètement ses imperfections et ce regard vide qui lui avait été inculqué pendant des années par des trafiquants d'argent. 2 hommes se tenaient à ses côtés sur le parking, examinant une BMW qui ressemblait étrangement à celle de Griff. Holden observait depuis 3 heures lorsque Griff lui-même arriva, marchant avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui se savait en difficulté. La conversation fut brève et visiblement animée. Gordo désigna Griff du doigt, puis la BMW, puis fit un geste à travers sa gorge qui se passait de traduction.
Le visage de Griff pâlit et il leva les mains en signe de supplication. Quand Griff partit 20 minutes plus tard, il était seul et tremblant. Sa voiture faisait le même grincement. Mais maintenant, cela semblait correspondre à son humeur, désespérée et en panne. Holden le suivit jusqu'à un magasin d'alcool où Griff acheta une bouteille de bourbon et l'ouvrit aussitôt sur le parking. Il but 3 grandes gorgées avant de remonter dans sa voiture. L'immeuble où vivait Griff était silencieux dans la chaleur de l'après-midi. Holden se gara là où il pouvait voir l'entrée de l'immeuble et s'installa pour attendre. Il n'eut pas à attendre longtemps. Dot AT 430. Le téléphone de Griff sonna suffisamment fort pour être entendu par sa fenêtre ouverte. Même de loin, Holden pouvait percevoir l'agitation de l'homme lorsqu'il répondit. « Bonjour, bébé. »« Non, je vais bien. Juste fatigué. » Un silence. Puis, que voulez-vous dire? Qu'a dit l'enquêteur? Je croyais que vous aviez géré tout ça. Un autre silence, plus long cette fois. Griff sortit de sa voiture et se mit à faire les 100 pas. « René, tu dois te calmer. L'argent va arriver. Ces choses-là prennent du temps. Plus de va-et-vient, plus d'agitation. Non, je n'ai pas parlé à Gordo aujourd'hui. Pourquoi lui parlerais-je? » Soudain, Griff s'immobilisa. Son visage devint blanc. « Que veux-tu dire? » Ils veulent plus de documents. Quel genre de documents? Holden n'entendait pas la remarque de René, mais quoi qu'elle dise, Griff était de plus en plus affolé. Ils ne peuvent pas refuser la demande. La police est valide. On s'est assuré que tout était parfait. Encore une longue pause. D'accord. D'accord. On se retrouve ce soir. On va régler ça. Griff raccrocha et en passa immédiatement un autre. Gordo, c'est Griff. J'ai besoin de quelques jours de plus. Il y a eu un problème avec l'assurance. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. L'argent arrive. J'ai juste besoin. L'appel s'interrompit brusquement. Griff fixa son téléphone un instant, puis le jeta contre le mur de briques du bâtiment. Il vola en éclats. Holden sourit et démarra sa voiture. La pression montait exactement comme il l'espérait. Le café et Decatur étaient suffisamment fréquentés pour permettre une conversation privée, mais pas au point de les empêcher de s'entendre. Holden avait retrouvé Melinda Quinn grâce à une recherche nécrologique sur le premier mari de René, David Quinn, décédé dans un accident de bateau 3 ans avant sa rencontre avec Holden. Melinda était une femme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard méfiant. Elle observa Holden attentivement avant de s'asseoir en face de lui. « Tu as dit au téléphone que tu étais marié à René, » dit-elle sans préambule. « Je suis où j'étais. C'est compliqué. » Compliqué comment? Holden avait soigneusement répété cette conversation. Il avait besoin d'informations, mais il ne pouvait pas en dire trop sur sa propre situation. J'ai des raisons de croire que la mort de votre frère n'était pas un accident. Le visage de Melinda se durcit. Je m'en doutais depuis des années, mais soupçonner et prouver sont 2 choses différentes. Raconte-moi ce qui s'est passé. David et René sont allés faire du canoë sur le lac Laniard. Elle a dit qu'ils fêtaient leur anniversaire. Le canoë a chaviré au milieu du lac. Elle a nagé jusqu'au rivage. Lui, non. Était-il un bon nageur? Il était excellent. Il faisait partie de l'équipe de natation de son lycée. Il pouvait retenir sa respiration sous l'eau pendant 3 minutes. Melinda a serré sa tasse de café dans ses mains comme pour les réchauffer. La police a dit qu'il s'était probablement cogné la tête lorsque le canoë a chaviré, mais il n'y avait aucune trace de cela sur son corps. Qu'a dit René? Elle a dit qu'il essayait de l'aider à remonter dans le canoë lorsque celui-ci a chaviré à nouveau. Elle a dit avoir essayé de le sauver, mais le courant était trop fort. La voix de Melinda exprimait des années d'amertume accumulées. Elle a touché l'argent de son assurance vie et a quitté leur maison 2 mois plus tard. Combien d'assurance? 250 000 $. Il avait augmenté sa police 6 mois seulement avant sa mort. Holden sentait la glace se former dans son estomac. Semblait-elle accablée de chagrin? C'est la chose qui m'a toujours dérangé. Elle a pleuré lors des funérailles, mais elle se sentait jouer comme si elle agissait la partie de la veuve en deuil. Melinda se pencha en avant et il y avait autre chose. Quelques jours après la mort de David, je suis allé chez eux pour l'aider avec des arrangements. Elle était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu rire.
Rit vraiment. Quand elle m'a vu, elle a raccroché immédiatement et a recommencé à pleurer. Avez-vous déjà découvert à qui elle parlait? Non. Mais environ un mois plus tard, elle a recommencé à sortir ensemble. David aurait voulu qu'elle soit heureuse, qu'il ne voudrait pas qu'elle pleure pour toujours. Holden a réfléchi au message de René, à ses plaintes concernant le respect et le fait de vouloir un nouveau départ. Le modèle devenait clair lorsque René s'est lassé de la relation. Elle n'est pas juste partie. Elle a éliminé le problème de façon permanente et a recueilli le paiement de ses ennuis. Il y a autre chose. Melinda a poursuivi, environ un an après la mort de David, j'ai engagé un enquêteur privé pour examiner sa mort. Il a découvert que René avait augmenté la police d'assurance vie de David en forgeant sa signature sur la demande. Êtes-vous allé à la police? J'ai essayé. Ils ont déclaré que la compagnie d'assurance avait déjà enquêté et a trouvé la police valide sans de nouvelles preuves. Ils n'étaient pas disposés à rouvrir l'affaire. Qu'est-il arrivé à l'enquêteur privé? Il est décédé dans un accident de voiture 2 semaines après avoir fait son rapport. Frappé un arbre sur un tronçon d'autoroute droit en plein jour. La police a déclaré qu'il devait s'être endormi au volant. Holden s'est assis dans sa chaise en traitant les implications. René n'était pas seulement une épouse infidèle qui avait désespérément de l'argent. Elle était une tueur en série qui a utilisé la fraude à l'assurance pour financer ses changements de style de vie. Pourquoi me posez-vous ces questions? Melinda a demandé, quelle est votre connexion avec tout cela? Parce que je pense qu'elle l'a recommencé. À qui? Holden a rencontré ses yeux sur la table. À moi. À 6 heures un mardi matin, Holden s'est assis dans un espace de bureau loué avec vue sur le bâtiment de l'assurance vie de Pitch. Il avait passé 3 jours à mettre en place son opération, plusieurs téléphones, une connexion Internet à grande vitesse et des piles de documents qui serviraient de munitions dans la guerre qu'il était sur le point de lancer. Le premier appel est allé au service d'enquête sur la fraude de la compagnie d'assurance. Il s'agit du détective Williams du service de police d'Atlanta, a déclaré Holden, utilisant l'application Voice Distortion pour masquer son identité. J'appelle pour signaler une fraude à l'assurance suspectée impliquant le numéro de police 4472839B. Quel type de fraude regardons-nous? La signature du titulaire de police a été falsifiée sur la demande. Nous avons une analyse d'écriture manuscrite qui montre que la signature ne correspond à aucun de ces autres documents juridiques. Nous avons également des preuves que le bénéficiaire a été impliqué dans la planification de sa mort. Avez-vous une documentation pour soutenir ces affirmations? Je vous envoie les fichiers en email maintenant. Vous trouverez des copies de la demande forgée, des échantillons de signatures authentiques et des conversations enregistrées entre le bénéficiaire et son complice discutant du meurtre. Holden a envoyé les documents et a mis fin à l'appel. En moins d'1 heure, la compagnie d'assurance gèlerait la réclamation et lancerait une enquête complète. Le deuxième appel est allé au service d'enquête de l'Atlanta Journal-Constitution. Voici Sarah Martinez est venue la voix d'une femme. Madame Martinez, j'ai des informations sur un régime de fraude à l'assurance impliquant un meurtre. Êtes-vous intéressé? Je suis toujours intéressé par de bonnes histoires. Qu'avez-vous? Une femme nommée Renée Briscoe a déposé une réclamation d'assurance vie de $400 000 sur son mari après sa mort dans un bombardement automobile. Mais le mari est toujours en vie, et nous avons des enregistrements de sa planification du meurtre avec son petit ami. C'était une pause. C'est un canular, non? Je vous envoie un email au fichier et documents audio en ce moment. Le mari a simulé sa mort pour recueillir des preuves contre sa femme et son complice. C'est le genre d'histoire qui remporte des prix. Le troisième appel était le plus délicat. Holden avait passé 2 jours à découvrir les opérations de Gordo Matisse, notamment qu'il cherchait toujours de nouvelles façons de recouvrer des dettes exceptionnelles. Ventes automobiles de Gordo. Monsieur Matisse, je m'appelle Frank Morrison. Je représente un client qui a des informations sur Griff Kinley. Qui demande? Quelqu'un qui sait que Monsieur Kinley vous doit une somme d'argent substantielle. Et quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de recevoir un grand paiement d'assurance. Il y a eu une pause. Quelle est la taille? Pour $100 000. Mais il y a un problème. Quel genre de problème? La compagnie d'assurance enquête sur la réclamation. Il semble que le tout pourrait être frauduleux. Signez le paiement, Monsieur Kinley n'aura pas d'argent pour vous payer. Quand est-ce censé se produire? L'enquête commence aujourd'hui. Si j'étais vous, je collecterais ce que je pourrais avant que les nouvelles ne sortent.
Holden a mis fin à l'appel et s'est assis sur sa chaise. Il a juste allumé 3 fusibles séparés, chacun conçu pour exploser sur les visages de René et Griff à précisément le bon moment. Maintenant, il devait attendre que le chaos commence. Il n'avait pas à attendre longtemps. À 10 heures, son équipement de surveillance a décroché la conversation téléphonique de René avec la compagnie d'assurance. Que voulez-vous dire dans une enquête? Elle disait que la réclamation avait été approuvée. Vous avez dit que c'était juste une formalité. La voix du représentant de l'assurance était calme mais ferme. Madame, nous avons reçu des informations suggérant que la demande contient des signatures forgées et que le décès n'a peut-être pas été accidentel. Nous sommes obligés par la loi d'enquêter de manière approfondie de ces allégations. C'est ridicule. Mon mari est décédé dans une explosion de voiture. Il y avait des témoins. Nous comprenons que c'est frustrant, mais l'enquête se déroulera. Vous serez informés lorsque nous aurons plus d'informations. L'appel s'est terminé et le téléphone de René a immédiatement sonné à nouveau. Griff, nous avons un problème. À midi, Gordo Matisse avait rendu Griff aimable une visite au gymnase. Holden a regardé de l'autre côté de la rue tandis que 2 grands hommes escortaient Griff vers un SUV noir dans un parking. Même à distance, il pouvait voir que la conversation n'allait pas bien pour Griff. Les caméras de sécurité du gymnase montreraient plus tard que Griff était poussé contre le véhicule tandis que Gordo a expliqué exactement ce qui se passerait si son argent n'était pas payé d'ici la fin de la semaine. Quand ils l'ont libéré, Griff s'est effondré à genoux dans le parking, tenant ses côtes et haletant pour un T2MIR. Griff s'est présenté chez René en conduisant une voiture que Holden ne reconnaissait pas. Apparemment, sa BMW avait été reprise. Son visage était meurtri et il a déménagé comme un homme qui avait été travaillé par des professionnels. Holden s'est positionné dans les buissons derrière la maison, assez près pour entendre leur conversation à travers la fenêtre de la cuisine ouverte. Ils ont pris ma voiture, a déclaré Griff sans préambule. Les gens de Gordo m'ont attrapé devant le gymnase et ont battu l'enfer. Ils veulent leur argent d'ici vendredi où ils vont commencer à briser les os. La compagnie d'assurance a gelé la réclamation, a répondu René. Ils enquêtent sur les allégations de fraude. Quel genre d'allégations? Ils pensent que la politique a été forgée. Ils pensent que la mort de Holden n'était pas un accident. Comment est-ce possible? Personne ne sait rien. Nous avons fait attention. Quelqu'un sait quelque chose. La question est de savoir qui. Griff a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, son agitation poussant à chaque étape. C'est une catastrophe. Si je ne paie pas Gordo, je suis mort. Si l'assurance ne paie pas, je ne peux pas payer Gordo. Et s'ils enquêtent sur le bombardement, calmez-vous. Nous pouvons comprendre cela. Calmez-vous, René. Nous avons assassiné votre mari. S'ils nous attrapent, nous regardons la vie en prison. Gardez votre voix vers le bas. Qui se soucie? Les voisins pensent déjà que vous êtes une veuve en deuil. Que vont-ils penser lorsqu'ils découvrent que vous avez fait exploser votre propre mari pour l'argent d'assurance? La voix de René est devenue froide. Peut-être que vous auriez dû y penser avant de vous endetter avec les criminels. Je me suis endetté en essayant de construire un avenir pour nous. Chaque investissement que j'ai fait était pour nous deux. Chaque investissement que vous avez fait était stupide. Crypto-monnaie, trading de jour, paris sportifs, vous avez jeté de l'argent sur les plans de Get Rich comme un enfant. Au moins j'essayais. Vous étiez juste assis à vous plaindre de la façon dont votre vie était ennuyeuse. Ma vie était ennuyeuse parce que mon mari était ennuyeux. 20 ans de réparation des climatiseurs et de regarder la télévision. Savez-vous ce que c'est que d'être marié à quelqu'un sans ambition? Holden les écoutait se déchirer, sentant une satisfaction froide à la rapidité avec laquelle leur partenariat se dissolvait sous pression. Lorsque les criminels sont tombés les uns avec les autres, ils faisaient généralement la plupart du travail de se détruire. L'argument a dégénéré jusqu'à ce que Griff saisisse une chaise de cuisine et la jette à travers la pièce. Il a frappé le réfrigérateur avec un accident qui pourrait être entendu dans toute la maison. Tu m'as menti, cria-t-il. Vous avez dit que ce serait facile. Vous avez dit que personne ne soupçonnerait jamais quoi que ce soit. C'était facile jusqu'à ce que vous commenciez à paniquer et à attirer l'attention. Je ne panique pas. Le pragmatiste est une différence. Je n'ai pas aidé vous assassiner mon mari. Ils ne croiront jamais cela, n'est-ce pas? Vous êtes celui qui a des dettes de jeu. Vous êtes celui qui avait besoin d'argent.
Je suis juste une veuve en deuil qui a été manipulée par le tueur de son mari. Griff recula vers la porte, ses yeux fixés sur le couteau dans la main de René. Tu es fou. Je suis adaptable. Cela m'a gardé en vie aussi longtemps. Il se tourna et courut de la maison, laissant la porte d'entrée ouverte derrière lui. René se tenait dans la cuisine un instant, tenant toujours le couteau avant de le remettre soigneusement dans le tiroir. Holden en avait assez entendu. La deuxième phase de son plan était prête à commencer. Le lendemain matin, René a trouvé une enveloppe collée à sa porte d'entrée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une ligne tapée au centre. Vous avez enterré le mauvais homme. Attaché au journal a été photographié ensemble des photos de surveillance et Griff. Des copies de leurs messages textes et une impression de la lettre de déni de la compagnie d'assurance. Au bas de la page se trouvait la carte de visite du détective Morrison. L'enquêteur a attribué à son cas que les mains de René tremblaient en lisant la lettre de déni. La compagnie d'assurance avait non seulement figé sa réclamation, mais avait transmis ses conclusions au bureau du procureur de district pour poursuite pénale. Les preuves contre elle étaient des signatures forgées écrasantes, des motifs, des opportunités et des confessions enregistrées. Elle a essayé d'appeler Griff, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Elle a essayé d'appeler la compagnie d'assurance, mais ils ont refusé de discuter de l'affaire avec elle. Elle a essayé d'appeler un avocat, mais les 3 avocats qu'elle a contactés ont tous refusé de la représenter une fois qu'ils ont entendu les détails de sa situation. Après-midi, les médias avaient repris l'histoire. Un journaliste de la Constitution du journal Atlanta a appelé la demande de commentaires sur le complot de meurtre de fraude d'assurance. Une équipe de nouvelles télévisées s'est installée devant sa maison, diffusant des mises à jour en direct sur cette femme au foyer de banlieue qui aurait tué son mari pour de l'argent. Les voisins qui avaient amené Casser les Flowers pour la consoler dans son chagrin ont maintenant traversé la rue pour l'éviter. Le facteur a refusé de livrer le courrier à sa porte. Quelqu'un avait un meurtrier peint par pulvérisation sur sa porte de garage en lettres rouges à T6 PM. Un convoi de voitures de police est arrivé à la maison. Le détective Morrison est sorti du véhicule en plomb transportant un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition. Derrière lui est venu des techniciens de scène de crime, des médecins légistes et des agents fédéraux du groupe de travail sur la fraude à l'assurance. René regarda depuis la fenêtre de son salon pendant qu'ils entouraient la maison. Elle aurait pu courir, mais où irait-elle? Ses comptes bancaires étaient gelés. Sa voiture a été enregistrée en son nom. Son visage était dans les nouvelles du soir. La sonnette a sonné, suivie d'un coup fort. René Briscoe, c'est le service de police d'Atlanta. Nous avons un mandat pour votre arrestation. Elle a ouvert la porte et s'est retrouvée face à une douzaine d'agents d'application de la loi. Le détective Morrison avance avec des menottes. René Briscoe, vous êtes en cours d'arrestation pour fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre et la tentative de meurtre de Holden Briscoe. Vous avez le droit de rester silencieux. Le palais de justice du comté de Fulton a été emballé pour la mise en accusation de René. Les médias de partout dans le sud-est avaient envoyé des journalistes pour couvrir l'histoire de la femme au foyer de banlieue qui avait tenté de tuer son mari pour l'argent d'assurance. Holden était assis dans le rang arrière avec ses lunettes et sa casquette de baseball, regardant sa femme de 20 ans de charge qui la mettrait à vie. Griff avait été arrêté le même jour que René reprenait à la gare routière alors qu'il tentait de quitter la ville. Face à des preuves écrasantes et à la perspective d'une condamnation à mort, il avait immédiatement accepté de coopérer avec les procureurs en échange d'un accord de plaidoyer. Au cours de l'audience préliminaire, l'accusation a présenté leur cas avec une efficacité dévastatrice. Ils ont joué des enregistrements de René et Griff pour planifier le meurtre. Ils ont montré des preuves des documents d'assurance forgés. Ils ont démontré comment René avait recherché le calendrier et les routines de son mari pour planifier le bombardement. Le témoignage de Griff a été particulièrement dommageable. Sous serment, il a décrit comment René l'avait approché avec l'idée de tuer son mari pour de l'argent. Il a témoigné qu'elle avait géré tous les accords d'assurance et avait fourni des informations détaillées sur les mouvements de Holden. Il a affirmé qu'elle avait menacé de le tuer s'il reculait du plan. Elle m'a dit qu'elle avait déjà fait cela, a déclaré Griff à partir de la barre des témoins. Elle a dit que son premier mari avait été un accident, mais qu'elle avait appris de cette expérience. Elle a dit qu'elle savait comment faire ressembler à un accident et comment éviter de se faire prendre. L'avocat de la défense de René a tenté de la peindre en tant que victime de la manipulation de Griff, mais les preuves contre elle étaient écrasantes. Le jury a entendu des enregistrements de son rire de la mort de Holden et de discuter de la façon de dépenser l'argent de l'assurance.
Ils ont vu des courriels où elle avait fourni des informations détaillées sur le programme et les habitudes de son mari. Le procès a duré 6 semaines. Wyatt a témoigné de trouver les fichiers incriminants sur l'ordinateur de sa mère et de surpasser ses conversations téléphoniques. Melinda Quinn a témoigné de la mort suspecte du premier mari de Renée et du modèle de comportement qui suggérait un tueur en série. Au cours de son argument de clôture, le procureur s'est adressé au jury avec une intensité tranquille. Mesdames et messieurs, nous ne parlons pas d'un crime de passion ici. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui a cassé dans un moment de colère ou de désespoir. Nous parlons d'une femme qui a planifié le meurtre de son mari pendant des mois, qui a forgé des documents juridiques, qui ont manipulé un homme plus jeune pour participer à son programme et qui n'a montré aucun remords lorsqu'elle pensait avoir réussi. L'accusée ne voulait pas simplement divorcer de son mari. Elle voulait l'effacer complètement et profiter de sa mort. Elle voulait prendre sa vie, prendre son argent et lui éloigner le père de son fils. Ce n'est pas l'action de quelqu'un qui mérite la miséricorde. C'est l'action de quelqu'un qui a perdu le droit de marcher librement dans notre société. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 6 mois plus tard, Holden s'est assis dans la salle d'audience pour l'audience de condamnation de Renée. Elle avait perdu du poids pendant son séjour en prison, et son apparence autrefois parfaite s'était détériorée en quelque chose de gris et vaincu, mais ses yeux avaient toujours le même calcul froid dont il se souvenait de leur mariage. Wyatt avait écrit une déclaration d'impact sur la victime qu'il avait lue au tribunal. Votre honneur, la femme assise à cette table était ma mère pendant 14 ans. Elle a préparé mes repas, m'a aidé à faire mes devoirs et m'a glissé dans un lit la nuit. Mais elle prévoyait également de tuer mon père et de me faire un orphelin pour de l'argent. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut aimer un enfant et détester tellement le père de l'enfant qu'il est prêt à détruire à la fois sa vie. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut planifier un meurtre tout en vivant dans la même maison que sa victime prévue. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être si égoïste qu'il préfère voir sa famille détruite que d'admettre qu'il a fait une erreur. Ma mère a choisi de l'argent plutôt que l'amour. Elle a choisi le meurtre plutôt que le divorce. Elle a choisi d'être un criminel au lieu d'être honnête sur ce qu'elle voulait. Ces choix m'ont fait du mal, mais ils ont également révélé qui elle était vraiment. Ce n'est pas la femme qui m'a élevé. C'est un étranger qui prétend être ma mère. J'espère que le tribunal la condamnera à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas parce que je la déteste, mais parce qu'elle est dangereuse. Elle a prouvé qu'elle tuera quiconque se tient entre elle et ce qu'elle veut. La seule façon de protéger les innocents est de s'assurer qu'elle n'a jamais la possibilité de blesser personne d'autre. Quand c'était au tour de Holden pour parler, il se tenait et affrontait directement sa femme. Il y a 20 ans, j'ai promis de vous aimer, de vous honorer et de vous chérir pour le reste de ma vie. J'ai tenu cette promesse même lorsque vous avez cessé de m'aimer. J'ai tenu cette promesse même lorsque vous avez commencé à planifier ma mort. J'ai tenu cette promesse jusqu'au moment où vous avez essayé de me faire exploser dans un parking. Vous aviez des choix, Renée. Vous auriez pu demander un divorce. Vous auriez pu être honnête au sujet de vos sentiments. Vous auriez pu partir avec dignité et recommencer ailleurs. Au lieu de cela, vous avez choisi de devenir un meurtrier. Vous avez choisi de rendre notre fils complice de votre crime en utilisant sa confiance pour recueillir des informations sur moi. Vous avez choisi de détruire notre famille plutôt que de simplement le quitter. Je veux que vous passiez le reste de votre vie en prison à penser à ces choix. Je veux que vous vous souveniez que vous avez eu toutes les occasions de faire la bonne chose et que vous avez choisi le mal à la place. Je veux que vous compreniez que votre fils grandira en sachant que sa mère se souciait davantage de l'argent qu'elle ne se souciait de son bonheur. Vous prévoyez de m'effacer de ce monde, mais à la place, vous vous êtes effacé. Mon fils et moi construisons à nouveau la vie sans toi, et nous serons mieux pour ça. Vous passerez les 30 prochaines années dans une cellule, oubliée par tous ceux qui ont déjà prétendu vous aimer. J'espère que cela en valait la peine. Le juge a condamné Renée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle sur les accusations de complot de meurtre, plus 20 ans supplémentaires pour la fraude à l'assurance. Griff a reçu 25 ans en échange de sa coopération. Les Beff ont conduit Renée à des chaînes. Elle sans émotion. Le garçon avait augmenté de 3 ans depuis qu'ils avaient déménagé, et son swing s'était considérablement amélioré sous la direction de son nouvel entraîneur. Leur vie au Tennessee était simple mais satisfaisante. Holden avait vendu son entreprise de CVC d'Atlanta et avait utilisé l'argent pour recommencer à Chattanooga sous un nouveau nom d'entreprise. Le travail était la même, fixation des climatiseurs et des systèmes de chauffage, mais les clients étaient différents.
Des gens qui ne connaissaient pas son passé, qui l'ont vu simplement comme un entrepreneur fiable qui s'est présenté à leur et qui a fait un travail de qualité. Wyatt était en plein essor dans sa nouvelle école. Il s'est fait des amis rapidement et avait rejoint l'équipe de baseball et le club de débat. Les cauchemars concernant sa mère s'étaient estompés, remplacés par les préoccupations normales d'un garçon de 15 ans, des filles, des notes, et s'il ferait une université l'année prochaine. Ils vivent dans une maison modeste à la périphérie de la ville, assez proche de la ville pour le travail de Holden, mais assez loin pour avoir une certaine intimité. Les voisins étaient sympathiques, mais pas intrusifs. C'était le genre d'endroit où les gens s'occupaient de leur propre entreprise et vous jugent par vos actions plutôt que par votre histoire. « Papa, tu as vu ce coup ?» Wyatt a crié en reculant à la pirogue. « Je l'ai vu. Beau morceau de frappe. L'entraîneur dit que je pourrais être prêt pour l'université la saison prochaine. Nous verrons. Continuez à travailler sur cette reconnaissance de courbe. » Holden sourit alors que son fils rejoignait ses coéquipiers. L'enfant était résilié d'une manière qui l'a étonné. Il avait perdu sa mère à cause de la trahison et de la violence, mais il avait réussi à maintenir sa décence et son optimisme fondamentaux. C'était quelque chose que René n'avait jamais pu toucher ou corrompre. Son téléphone bourdonnait d'un SMS de Marlène. « J'ai vu l'article de presse sur l'appel de René rejeté. Comment vous sentez-vous » Holden a tapé « Fine. La justice a été rendue. Il est temps de passer à autre chose. » Et c'était la vérité. Il n'a ressenti aucune satisfaction à savoir que son ex-femme passait ses journées dans une prison à sécurité maximale. Il ne ressentait aucune joie de savoir qu'elle mourrait probablement derrière les barreaux. Il se sentait simplement fini. Le compte avait été réglé. La dette avait été payée. Le match s'est terminé avec l'équipe de Wyatt en remportant 7-4. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Wyatt a posé la question que Holden s'attendait depuis des mois. Avez-vous déjà pensé à elle parfois ? Elle vous manque ? Holden a soigneusement examiné la question. La personne que je pensais qu'elle était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. La femme que j'ai épousée jouait un rôle, faisant semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Pourquoi y penser de cette façon ? Il n'y a rien à manquer. Pensez-vous que nous manque ? Je pense qu'elle manque la vie qu'elle a abandonnée lorsqu'elle a choisi de l'argent plutôt que de la famille. Mais je ne pense pas qu'elle nous manque spécifiquement. Je pense qu'elle manque la sécurité et le réconfort que nous avons fournis. Ils ont atteint le nouveau camion de Holden, une Ford d'occasion qui courait bien et n'a pas attiré l'attention. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient, Wyatt a posé une autre question. Allez-vous vous marier à nouveau ? Peut-être qu'un jour si je rencontre quelqu'un qui est honnête et digne de confiance, quelqu'un qui valorise la famille sur l'argent. Que chercheriez-vous chez une personne comme ça ? Holden a commencé le moteur et s'est retiré du parking. Je cherche quelqu'un qui tient ses promesses. Quelqu'un qui s'occupe des problèmes en parlant d'eux au lieu de comploter pour les faire disparaître. Quelqu'un qui comprend que le véritable amour signifie vouloir ce qui est le mieux pour l'autre personne, même quand ce n'est pas pratique. Vous pensez que vous trouverez quelqu'un comme ça ? J'espère que oui. Mais si je ne le fais pas, ça va aussi. Nous nous débrouillons bien par nous-mêmes. Et il l'était. Pour la première fois depuis des années, Holden se sentait vraiment optimiste quant à l'avenir. Lui et Wyatt avaient survécu à la trahison, à la violence et à la destruction complète de leur famille. Ils étaient de plus en plus forts que jamais alors qu'ils rentraient chez eux dans les collines du Tennessee. Holden a réfléchi aux leçons qu'il avait apprises. La confiance était précieuse et fragile. La loyauté était rare et précieuse. La famille était ce que vous avez fait, pas ce que vous avez hérité. Plus important encore, il a appris que parfois la meilleure vengeance était un acte de représailles. Parfois, la meilleure vengeance consistait simplement à construire une vie meilleure et à laisser vos ennemis se détruire avec leurs propres choix. René avait essayé de l'effacer du monde, mais à la place, elle s'était effondrée. Elle avait tout échangé de bien dans sa vie contre de l'argent qu'elle ne pourrait jamais dépenser. Elle a choisi l'isolement sur la famille, la prison sur la liberté, la haine de l'amour. Holden avait choisi différemment. Il avait choisi son fils au-dessus de sa colère. Il avait choisi la vérité sur la vengeance. Il avait choisi de construire plutôt que de détruire. Au final, ce choix avait fait tout le